Allez, c'est bon, c'est parti, ça enregistre là, hein. Vous avez mon écran là? Oui. Oui. Essaye de parler plus fort, s'il te plaît, Rachid. Ok. Je voulais vous parler d'un truc qui est tout monde. C'est par exemple, On, vous on avez. t'ent- Rachid, on t'entend pas suffisamment. Essaye de parler plus près du micro, peut-être. Bah, au pire des cas, Rachid, au pire des cas, est-ce que tu peux aller sur Skype et augmenter le son du micro? Tu vas sur Skype là. Donc, par rapport à. Moi, attendez, moi je voudrais que. Au 19 mai là. Vous m'entendez toujours? Ouais. Oui. On est au 19 mai et je vais me mettre sur la date du 20 janvier pour voir jusqu'où va aller ce retracement. Rien à 21. Voilà, on est dans cette position-là. On est ici, là. On ne sait pas trop si les prix vont descendre ou ils vont monter. Vous m'entendez toujours? Oui. Donc, moi, je prends ce mouvement-là qu'il y a eu auparavant. Je vais augmenter le 100%. Voilà. Lorsque le retracement se fait au-dessus des 38,6, des 38,2, pardon, le plus beau, ça veut dire que la baisse, elle continue. Quand il se fait entre 38 et 61,8, là, il y a des doutes. Ça peut monter comme ça peut descendre. Si le retracement il se fait sous les 61,8, là, la baisse, elle continue. Donc, si on regarde ici, là, on a retracé sur les 50%. Le plus beau. Peut-être ça peut monter comme ça peut descendre. C'est une zone intermédiaire. On va essayer le 22, un jour plus tard. Là, ça a bougé. On va avancer encore. Voilà. Ici, on a le retracement qui s'est fait sur les 61,8, le plus beau. Normalement, la descente se poursuit. On va le vérifier pour l'autre journée.
On était là, hein. La poursuite, elle se fait. Donc, la descente, maintenant, on est sur ce point-là. On est ici, là, et on ne sait pas si la hausse continue, ça va descendre, ça va retracer, on ne sait pas. Donc, on va retracer les niveaux pour le dernier mouvement. Voilà, on a retracé le dernier mouvement. On est sur les 61,8. Il y a de fortes chances que ça va plonger encore. Est-ce que vous tracez le vidéo dans le bon Vous voyez, la poursuite, elle a continué. Maintenant, on attend le prochain retracement pour savoir dans quelle direction vont aller les prix. Tout le monde m'entend là? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui, en gros, à partir du moment où tu casses les 23, tu sais que tu vas au moins jusqu'au 68, c'est ça? Non, c'est si tu dépasses les 61,8, ça veut dire que tes prix continuent sur. Oui, jusqu'au... Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est... Si tu veux rentrer en position, tu rentres pour viser les plus bas ici. Les précédents plus bas, ouais. Voilà. Attends. On n'a pas encore le retracement. On va attendre qu'il y ait d'abord le retracement. Pour être fixé. Voilà. Ici, on a le retracement. On reprend ce mouvement-là qu'il y a eu auparavant. Et si on retrace sur ce mouvement sous les 32,8, la descente continue. Si on trace entre 38 et 50, il y a des doutes. Si on dépasse les 61,8, ça veut dire que ce mouvement il va continuer. On trace les pivots sur le dernier mouvement. Et là, le retracement il est à 23,6. Ça veut dire que ici, normalement, la baisse elle continue. Ce mouvement il continue.
On va le vérifier. Là, le mouvement il a bien continué. Et si on veut encore savoir où on va, là, on reprend toujours la même option. Retracement sur le dernier. Et voir à quel niveau. Si c'est. Le dernier mouvement, il est là. Voilà, le retracement, il est là. Il est vers les 38,2, au-dessus du 38,2. Là, ça veut dire que les prix continuent à monter. Et globalement, ce que tu nous montres, Rachid, c'est le fonctionnement et l'interprétation nominale des Fibonacci. Et il est communément admis que lorsque on a une jambe de baisse ou de hausse, s'il y a retracement, il s'arrête de manière ultime au 61, au 62% de retracement, et que si on casse les 62% de retracement, on n'est plus dans un retracement, on est dans un retour sur le précédent plus haut, plus bas, voire c'était le mouvement précédent qui était une correction et on engage une nouvelle tendance. Exact. Ça te permet de. Par exemple, je ne sais pas si tu es en position, ça t'évite de sortir trop tôt ou trop tard. Tu vois, Hmm. le retracement, là, il te permet il te guide dans ton mouvement. Si tu as joué la hausse ici, là, tu vérifies, là, les fibos, normalement, les prix continuent à monter. Admettons qu'on est rentré là, si on vérifie, on va voir les prix, normalement, ici, continuent. Et tu vois, Oui, ah, donc ça t'évite de sortir trop tôt ou trop tard. ouais, ouais, tout à fait. Si tu es rentré là, tu vois, en vérifiant avec les fibos, là, tu vois, là, là, tu ramasses le jackpot. Tout à fait, c'est une belle illustration du fonctionnement nominal des Fibonacci. Merci Rachid. Voilà. Je vous rends Est-ce, l'écran. est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Est-ce Moi, qu'il y a- Ouais, j'ai une question très simple. C'est, euh, comment dire ça? Euh, quelle est la probabilité que la technique marche? Voilà, c'est ça la bonne question. Écoute, je l'ai essayé toute cette semaine. Je suis parti un mois en arrière et j'ai suivi ce que je viens de faire devant vous là. Hein. Et à chaque fois, ça a marché. D'accord. ouais, mais la difficulté, moi j'ai mis une réserve si tu permets, Rachid. Vas-y. La difficulté, c'est que toi, ce que tu as fait, c'est tu as backtesté
cette approche. Mais en fait, la difficulté derrière, elle réside bien dans le fait d'avoir des signaux d'entrée et de sortie. Backtester, c'est toujours facile. En revanche, il y a des bougies, par exemple, tu vois bien que si on attend la clôture de la bougie, on a déjà mangé les trois quarts du mouvement et donc du coup, ça devient difficile à trader. Et on en revient une fois de plus pour répondre à ta question, Pascal, mais j'y réponds. Ouais. C'est moi qui y réponds, hein, c'est pas Mm, universel ce que je dis. mm, On en revient une fois de plus à l'usage de l'analyse dynamique, c'est-à-dire que euh, ce que fait Rachid là, par exemple, sur du H4, mm, ça va être ton balisage, et puis derrière, tu vas descendre sur le 1 heure, voire sur le 15 minutes, mm. euh, pour trader à l'intérieur du balisage H4 D'accord. avec les fibos tels que Rachid vient de nous le démontrer, parce que Ouais. ce qui est intéressant, c'est d'avoir des signaux d'entrée avec des Mm. stops qui soient pas à péta ou schnock et des objectifs qui soient réalisables et qui permettent d'avoir un minimum de ratio si on fait de l'intraday, parce que si on fait du scalping, c'est un peu différent au niveau des ratios. Mais Ouais, c'est pas la même chose. voilà, donc j'ai envie de dire, moi les fibos, je m'en sers souvent comme outil d'analyse, pas nécessairement comme outil de trading. Maintenant, on peut peut-être s'en servir comme outil de trading, hein. Un ressort ou un ressaut sur un niveau de Fibonacci, ça peut très bien être un signal, mais le problème c'est qu'entre les différents retracements de Fibo, on n'a pas forcément toujours l'amplitude qui permet de réaliser des trades. C'est mon point de vue. D'accord. Ouais, correct. Ouais, Mais derrière ça, je me fie à Ishimoku. ouais, Tu vois. bien sûr, mais évidemment, oui, tout à fait. Dans ce Ouais. cas-là, regarde, ici, là, le retracement, il dit qu'on va encore baisser. Donc, au moins, si je veux rentrer, je rentre sur cette bougie et je vise la Kijun. Ouais. Enfin, je ne vais pas plus loin. Hmm. Et après, si la Kijun casse, je veux voir s'il y a une possibilité, si le mouvement il baisse, je vais chercher le bas ici. Hmm. C'est-à-dire, si tu veux, Ishimoku reste toujours d'actualité, mais avec ce système-là, ça te permet de jouer des petits mouvements là à l'intérieur d'un range ou n'importe quoi. Tu vois. Hmm. Là, on est en range, donc ça te permet de jouer entre le haut du range, la kijun, le Ouais. bas du range, prendre des petits mouvements là intermédiaires. Tout à fait, mais ces petits mouvements, il faut les faire rentrer dans un... je pense, c'est tout à fait vrai hein, ce que tu dis Rachid, mais ces petits mouvements dont tu parles, il faut les faire rentrer dans un système de trading. Système de trading, c'est les conditions pour entrer, des conditions pour sortir, et surtout des règles de money management. Et donc, dans l'optique de ce que tu montres là sur du H4, où on place le stop, ou quand est-ce que c'est invalidé, et donc tout ça, ça doit former un tout cohérent. Et je pense que pour que ce que tu dises soit cohérent, on utilise par exemple les Fibo avec l'Ishimoku sur du H4, donc ça donne des orientations stratégiques, mais pour après faire de la tactique de trading, point d'entrée, point de sortie, à mon sens, je pense qu'il faut descendre sur des unités de temps plus basses. Moi, par exemple, alors vous allez dire, je rapporte tout à moi, c'est pas nécessairement le but, hein, mais c'est pour illustrer ma conviction en même temps. Les retracements de Fibonacci, généralement, c'est rare que je les utilise sur du H4. Je vais plutôt les utiliser sur mensuel, hebdo et voire daily. Parce que pour moi, c'est un outil d'analyse, c'est pas toujours nécessairement un outil de trading très utile. Enfin, en tout cas, c'est les conclusions auxquelles moi je suis arrivé, hein. Si vous avez d'autres conclusions et que ça fonctionne, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut remettre ça en perspective avec des signaux d'entrée, pas avec de l'analyse, avec du trading. En Donc, fait, signaux d'entrée, objectifs cohérents, où est-ce que j'ai mon niveau d'invalidation et tout ça, je pense qu'on va le chercher sur des unités de temps un peu plus petites. bah, en Voilà. fait, Attends, 2 secondes, Pascal. ouais, Là, ce que je veux dire, Rachid, c'est que tu l'as backtesté. Maintenant, il faut mettre ça en perspective. Maintenant, j'ai envie de dire, trade-le et vois comment tu arrives
cette approche que tu as des Fibonacci à gérer le côté psy. Il est là le système de trading. Système de trading, c'est un tout qui permet aussi de réussir à trader sans faire 4 litres de sueur à la minute parce que le truc est difficile à tenir psychologiquement. Donc, Voilà. tu l'as backtesté et sur je ne sais combien de mois, donc c'est bien que c'est pertinent au niveau de l'analyse. Maintenant, il faut réussir à le mettre en œuvre pour trader, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous, on veut faire du pognon. Il faut trader donc des niveaux de sortie, des En, niveaux d'invalidation et des objectifs cohérents. en fait, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que, ce que je veux savoir, Rachid, si je veux dupliquer ta méthode, tu vois, c'est ça que je cherche à faire. T'as coupé le son ou pas, là, Rachid? Parce que là, je vois que t'es en train de découper le Là, je son, là. t'entends là. Je t'entends. Voilà. Voilà. C'est juste pour savoir. En fait, c'est pour juste savoir. En fait, je voudrais savoir, est-ce que tu peux me faire une vidéo. Je sais pas si tu peux me faire une vidéo live, mais tu vois ce que je veux dire. Comment dire Oui. ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, je voudrais savoir si tu peux nous faire une vidéo live avec la méthode. Comment dire ça? Avec les tracements Fibonacci, la prise de position, comment tu calcules ton coût et comment tu sors. Voilà. Parce que sur du, sur, sur du, comment dire ça? Moi aussi, comment dire ça? Même même sans utiliser sans utiliser le Fibonacci, tu vois, j'ai réussi à faire des trades sans utiliser Fibonacci avec juste l'Ishimoku pur. Oui. J'y arrive, mais c'est dur. Pourtant, c'est simple. C'est idiot à dire, mais la méthode est simple, la prise de position est simple, mais mentalement, c'est dur. Alors écoute, on va prendre ce cas-là. Voilà. Ce que je Ici, là, propose peut-être, Rachid, excuse-moi de te couper, mais tu pourrais peut-être écrire un document Word qui explique ta méthode, point Le par point, processus, on le va, on va- processus. voilà, le procédé logique un petit peu, parce voilà, que bon, on va ce serait mieux. on va prendre ce cas-là pour savoir quand est-ce que je rentre et quand est-ce que je sors. Voilà, le retracement, ici, il me dit, moi, à 38,2, la baisse continue. Je rentre sur cette bougie-là. Je mets mon stop sur cette mèche. Et je vise la Kijun. Hmm. Si le ratio 2 pour 1, je l'ai, je rentre. Si je ne l'ai pas, je ne rentre pas. D'accord. Hein, on va le tester tout de suite là. Alors ici là, on est en clôture à 0,7230. Eh ben on l'a ici. Alors, l'objectif, on a dit Kijun. Kijun 0,7208. Et le stop, la mèche. La mèche qui est à 72,34. 12,34. Voilà. Ratio 5,5. Hmm. Je valide. Donc on est rentré sur cette bougie. Et bien, on va voir le résultat. Le 2 juin, le 3 juin. Et voilà. Objectif atteint, même dépassé. Bon, on l'a atteint là. Hmm. Ok. À partir de là, je sors, j'efface les fibos, j'enlève mon. Voilà. Et je recommence. Fibo, où j'ai fait le retracement. Est-ce que la baisse continue ou est-ce le
dernier, il est là. Voilà. Retracement sous les 38,2. Donc pour moi, la baisse, elle continue. Comme j'étais en position, je ne sors pas. J'étais là. J'étais sur la Kijun. J'attends. On est où sur cette bougie? Ouais, ok. Faut le mettre en œuvre après. Attends, on va une dernière manip. C'est sur quelle bougie qu'on écrit? Donc là, en gros, à la cassure de l'avant-dernière bougie, de l'antépénultième bougie, à la cassure des 61,8, tu rentres long pour rejoindre les précédents plus hauts, c'est ça? Voilà. Ok. Et regarde. Regarde. Ouais, bon, là, c'est une annonce, là. C'est une annonce micro, là. Ouais. Et là, tu la chopes en cours de route. Bah, tu la chopes, t'es content, ouais. Alors là, T'as même explosé les 161. donc, c'est un truc à vérifier et faire ça tête reposée. À essayer en mode démo, je pense, ouais. Voilà, en Ouais, mode ouais. démo. Je te dis, moi, sur un mois, je l'ai testé. Et Mhm. Je, je, je suis vraiment content. je vois bien. Ok, bah écoute, si tu le testes en démo ou en réel, on est intéressant pour avoir ton track record. Enfin, pour qu'on en reparle, quoi. Ben, chacun il peut la tester à son niveau, hein. C'est pas compliqué. Le Ouais, ouais, retracement, on tire les fibos et on regarde à quel niveau il s'est fait le retracement. tout à fait. Sur celle-là, là, on trace les fibos. Et on voit le retracement. Il est sous les 38,2, le mouvement continue. Mhm. Voilà, je vous rends l'écran. Ok, merci beaucoup, Rachid. Bruno, est-ce que tu nous Merci. entends? Bruno, tu es là? Bruno? Ah là, il y a un mystère, là. Ouais, il est toujours connecté, alors. Voilà. Donc, l'analyse du S&P 500 en mensuel. On voit que la tendance, elle est en pause. Notamment parce que la Kijun et la Tenkan sont plates et quasiment confondues. On a la SSA, la SSB qui se mettent à place, qui sont plus du tout directionnelles. Au niveau de la volatilité, on a réintégré l'intérieur des bandes de Bollinger à 100 périodes. Mais surtout, ce qui m'incite personnellement à être prudent, et là on est sur des unités mensuelles, hein, donc c'est du stratégique, c'est du long terme, c'est du lourd, c'est que sur les volumes, on a une divergence baissière. Ça, c'est l'OBV dynamique. Et on a une divergence baissière. Alors que ici, on rejoint les précédents plus hauts sans réussir à les casser en clôture, cette zone marron. Au niveau de la distribution, enfin au niveau des volumes, finalement, on a moins de volume engagé que sur les précédents plus hauts. Ce qui veut dire qu'éventuellement, on met on est en train de distribuer, quoi. On arrive parce que on peut très bien distribuer, hein, tout en réussissant à faire monter les prix. Euh, et on a également ce même style de divergence baissière sur le MACD 9-19-6. Hein, ici, on est quasiment sur les plus hauts, alors que le MACD, lui, n'arrive pas à faire de plus haut. Bon,
mais c'est pas ce qui me paraît être le plus important, cette divergence baissière sur le MACD. C'est pas ce qu'il y a de plus prégnant. Maintenant, si je mets l'hebdo. En hebdo, on constate plusieurs choses. Déjà, on a un range rose-rouge là, qui est bien identifié hein, globalement par tout le monde. On a fait craquer le plancher là, mais c'était une farce. Hein, c'était pour piéger tous ceux qui étaient vendeurs sur ces niveaux. On a réussi à remonter. On a du mal à remonter sur à peu près les mêmes niveaux qui sont les plus hauts historiques là, de mai du printemps 2015. Et encore une fois, là, on fait un tout petit plus haut, limite, hein, en clôture. On voit qu'on est légèrement plus haut que les précédents qui se trouvent ici. Pour autant, ici, on a une petite divergence baissière qui, sur les UT comme l'hebdomadaire, a son importance, vraiment. Et puis, on est de nouveau capé ici par des zones de support-résistance, par des zones de résistance, et c'est également la même chose sur la MACD. Donc, et globalement, si on creuse, on va trouver des indicateurs comme le Stochastic Momentum Index, par exemple, le SMI, qui est pas mal, parce il est, il est à cheval entre le RSI et le stochastique. Il est moins fougueux. Lui, il est en train de se retourner, par exemple. Et puis, sur Ishimoku, on constate que si toute la hausse a été appuyée par la Tenkan, la Kijun, elle est restée aux fraises en bas. Et les twists de nuages, ils commencent à baisser. Tout ça, moi, ça m'invite pas à être haussier. Et puis, qu'est-ce qu'on voit sur les volumes? Alors, certes, on a eu des augmentations de volume hebdo sur ces niveaux, et il semble qu'on en manque par ici. Donc, ce qui veut dire on aurait plutôt tendance à défendre les supports et pas les résistances. Donc, c'est les gens qui ont acheté là, les swingers qui ont acheté là, qui revendent ici, ce qui fait qu'on a des mouvements baissiers ou des corrections. Mais sur les volumes par niveau, on est quand même ici sur les gros niveaux d'intervention, ce qui est tout à fait logique puisqu'on est sur les zones de plus haut historique qu'il faut remettre en perspective avec le contexte macro, c'est-à-dire que toute cette zone-là, toute cette hausse, pardon, là, depuis la crise de 2007, n'est qu'une hausse qui a été alimentée par les quantitative easing de la Fed, hein, parce qu'au niveau de l'économie américaine, bon, ils ont repris un cycle haussier, ils arrivent d'ailleurs même en fin de cycle, les cycles économiques aux États-Unis généralement sont des cycles de 5 ans et le précédent le précédent cycle haussier a commencé plus ou moins il y a 5 ans. Donc je suis pas économiste, hein, mais forcément ils vont arriver sur des zones de retournement de cycle. Alors soit ils réalimentent pour avoir la hausse des marchés, soit on va forcément avoir une correction, parce que c'est dans l'ordre des choses. Et ce début de correction, bah, on le voit à travers cette divergence baissière là, sur le BVD. Et en daily, en daily. Alors, moi, j'avais vu il y a quelques temps, il y a 15 jours, je crois, j'avais vu une épaule tête-épaule, pas très propre, pas très orthodoxe, parce que la ligne de cou était légèrement inclinée, quoique ça fonctionne aussi, généralement pas trop mal. Bon, finalement, c'est un canal. Le haut du canal, ce n'est que le report de cette ligne-là depuis les plus hauts qui sont là. Et on a réagi sur le haut de ce canal qui correspond au haut de la zone. Alors, moi, qu'est-ce qui me fait dire qu'on ne parle pas forcément sur un mouvement haussier? On pourrait le penser parce que les bandes de Bollinger à 100 périodes commencent à partir à la hausse. Mais si elles étaient divergentes, c'est-à-dire si celle du bas était en train de partir vers le bas et celle du haut en train de partir vers le haut, oui, on aurait un mouvement directionnel qui sort de la volatilité historique. Mais c'est pas le cas. Les deux s'orientent de la même manière. Donc quand les courbes vont retracer, et c'est très probablement ce qui va se passer, et ben elles vont faire des blabla, les bandes de Bollinger sans période, comme elles faisaient des blabla par là, quoi. Ça fait des blabla, c'est pas tout droit, c'est pas Ishimoku les
les bandes de Bollinger. Donc là, on vient de réagir. En plus, on a réagi sur cette zone-là, du haut du canal noir, avec un petit gap quand même, hein. Un petit gap vendredi. Vous me direz, il n'y a pas trop de volume. Certes, il n'y a pas trop de volume. Mais on a une belle divergence baissière sur le MACD, qui est capé ici, et puis ici. Et là, on a une vraie divergence baissière, hein. Là, on avait un plus haut. Ici, on fait un plus haut qui est plus haut que là. Et ici, on fait un sommet qui est en dessous de celui-ci. Belle divergence baissière. Vous me direz, c'est que la deuxième réplique, mais ça peut suffire. Et surtout au niveau des cycles, et ben là, depuis vendredi soir, depuis la clôture de vendredi, on a le cycle long, le cycle court qui se synchronisent à la baisse. Et on a toujours une légère divergence baissière qui est encore une fois confirmée sur les volumes, sur l'OBVD, par rapport à ces plus hauts qui sont là, hein. Par rapport aux plus hauts d'ici, on est sur les mêmes niveaux, on est d'accord, mais par rapport à là, on a quand même distribué. C'est-à-dire que quand on est remonté, on n'est pas remonté avec le même volume d'argent que quand on était sur ces niveaux-là. Voilà pourquoi moi, personnellement, je pense que lundi, je prendrai un tout petit trade, une petite position qui n'expose en rien mon portefeuille, pour viser dans un premier temps la zone médiane de ce range. Donc on est sur ces niveaux, hein, soit le bas du nuage, soit la Kijun, je sais pas, faut voir. Mais globalement cette zone là. Et en deux, bah, pourquoi pas celle-là. Ce que j'ai oublié de vous dire sur l'hebdo, et puis je finirai là-dessus, c'est que ce que je suis en train de dire peut être invalidé sur l'hebdo avec une synchronisation du cycle court qui repartirait à la hausse, auquel cas ça pourrait aider à péter cette zone de résistance. Mais si on a le long qui se retourne ici, clairement ça va faire dérouiller les prix vers le bas, au moins vers la borne basse. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les bandes épaisses là qu'on voit sur les bandes de Bollinger, c'est le squeeze des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que au niveau de la volatilité historique, on n'a jamais eu aussi peu de volatilité que depuis qu'on a ces bandes épaisses là. Ce qui généralement présuppose qu'on est à l'aune, enfin qu'on est à l'orée d'un mouvement directionnel assez important. Voilà. Si vous avez des questions peut-être. Moi, je rajouterais que j'ai mis ton graphe en daily et j'ai mis les bandes de Bollinger. Donc, bah, toute la montée qui date du 25 mai, eh bien, la bande opposée ne diverge pas. C'est-à-dire que le mouvement est peu puissant. Donc, c'est un mouvement baissier qui nous attend. Voilà. Parce que je mets un petit bémol sur le fonctionnement des BB100 par Johnny. C'est le seul truc que je mettrais un bémol. Mais là, tu te mets en daily avec les divergences classiques, hein. Ouais. Tu vois que la bande opposée ne diverge pas. Donc c'est un mouvement il est monté, mais qui a peu de puissance. Ouais. C'est tout. Ouais. On est d'accord. Moi, avec Shishimoku, les bandes de Bollinger 20 périodes, je les mets assez rarement en fait. Ce que j'aime bien avec les bandes de Bollinger à 100 périodes, c'est ces fameux squeezes là. On le voit ici par exemple. Ouais. Généralement, il se plante pas. Enfin, quand on a un squeeze sur les bandes de Bollinger à 100 périodes, généralement ça décale assez fort derrière. Et c'est surtout que quand on a un tube comme ça, sur les bandes de Bollinger à 100 périodes, c'est assez intéressant pour faire du trading range. Ouais, Alors, mais t'as un vrai squeeze, comme le fait KN, hein, en journalier, où tu as même les deux bandes qui convergent l'une vers l'autre. C'est assez rare, hein. Et ouais, là, tu as l'explosion qui arrive derrière. ouais, tout à fait, Tu regarderas, hein. Et c'est vrai que sur le 100, elles sont toutes les deux horizontales. Voilà. Mais tout à bon, fait, tout à fait. c'est bon, voilà. Hormis le squeeze sur les BB100, bon, c'est le seul truc que je trouve un peu à redire sur ce qu'a fait Johnny, mais c'est ce qu'il fait, c'est remarquable. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup hein, les squeeze bolsons. Ça, Oh, non, enfin, je découvre, hein, donc je découvre. Voilà. ouais. Ok, donc du coup, t'es à peu près d'accord avec ce que je viens de dire. Yes. Ouais. Moi, je pense que je prendrais un petit contrat. Ah ouais, bah oui, oui, lundi. oui. Par rapport à ton entrée en position et à ton stop et ton limite, alors, tu préconiserais quoi? Alors, le stop, moi je le mettrais quasiment sur ce niveau-là. Pile poil sur ce niveau.
Sur le haut du rang. Ouais, c'est sur le forum, hein. J'ai mis sur le forum, j'ai mis le niveau du stop. Je crois qu'il a, j'ai dit 2130. Objectif à 2000 et objectif 2 à 1880, je crois que c'est ce que j'ai marqué. Donc attention, il faut être d'accord avec ça. Alors après, il y a l'option tout simplement hop, de passer sur le 4 heures et de chercher, voilà. On peut aussi attendre sur le 4 heures que les prix sortent au moins du nuage. Pourquoi pas, hein. Et puis derrière, aller trader sur le 4 heures une tendance Ishimoku. Je pense que si on le fait sur du 1 heure, on peut aussi le faire sur 1 heure. Mais sur le 1 heure, on est déjà potentiellement à la veille d'une petite correction haussière. Je sais pas, faut voir. Sur le 1 heure, ça me paraît, vu qu'on a quand même obtenu des conclusions baissières sur du mensuel, hebdo et daily, je pense qu'on peut piloter sur du H4. Si on se met à piloter ça sur du H1, on va stresser. D'ailleurs, j'ai mis sur le forum, j'ai proposé plan de trade swing pour gens psychologiquement stables et d'un caractère patient. Donc je pense qu'il ne faut pas descendre sur le H1, sinon on va se faire peur à chaque virage. Mais on peut se dire, si Shinku rentre dans le nuage, bon bah déjà, pour aller taper le bas du nuage, on est à 180 points. Vous me direz, sur le SP500, c'est pas énorme. Mais si Shinku rentre dans le nuage et que les prix sortent du nuage ici, on a de quoi initier quelque chose à la baisse et foutre son stop à zéro. Déjà, on se fout son stress. Et puis après, on peut... Voilà ce qu'on peut faire. Moi, je resterai juste méfiant à l'ouverture des marchés. À des marchés US à 15,30. Parce que si on a un gros gap baissier et qu'on n'est pas entré le matin, on risque de plus être dans le ratio. En ce moment, moi je suis sur des ratios, je suis plutôt sur du ratio 1 pour 3 mois en ce moment. Parce que je n'ai pas forcément un taux de réussite très très satisfaisant dans mes trades. Donc du coup je réduis l'exposition au niveau du stop. Et je suis plus exigeant sur mes ratios. Ouais, j'ai du mal à réussir un trade sur deux. Enfin, quoique depuis 15 jours ça va mieux. Mais... Donc il faut prendre ces statistiques-là aussi en compte dans son money management, je pense. Voilà. Donc, maintenant aussi, si je prends un petit contrat, par exemple lundi matin, demain matin, pourquoi pas ce soir, j'en sais rien. Je le ferai pas ce soir, je pense, hein. Mais un gap baissier serait signe de poursuite de baisse et irait dans notre sens. Si j'attends l'ouverture des marchés, parce que je bosse demain, donc je sais pas quand est-ce que je vais l'ouvrir, moi, mon trade. Si un gap baissier vient invalider mes histoires de ratio, à ce moment-là, j'y réfléchirai. Et surtout, si on a un gap haussier, il faut... je saurais pas comment l'interpréter, moi, mais à part ça, je vois pas, je vois rien qui me dissuaderait, moi, de prendre un petit trade à la baisse sur le SP500. Donc au final, ce serait un... Alors sur le CFD, il faut voir si on a les mêmes niveaux. Mais donc ce serait un stop à 1230, j'ai dit, je crois. Est-ce que... Ouais, ça se recroise, hein. L'étude graphique sur les CFD et sur Pro Time, c'est à peu près la même. Donc je mettrai un stop ici, moi. Voilà. Bon, on a perdu Bruno aujourd'hui, hein. Rien à faire, quoi. En vous montrant comment on met les stochastiques sur un graphe vierge, ça pourra servir à Bruno qui pourra revoir la vidéo. Donc là on a un graphe vierge, ok. On fait ajouter un indicateur. On va chercher, donc là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est le stochastique. Ok. Alors là maintenant vous avez la fenêtre de configuration de votre indicateur technique. Ok. Si vous mettez clic, il vous met votre indicateur technique par défaut ici. Donc c'est le stochastique. Il faut garder 533 là. On touche pas à ça. En revanche, donc
On est d'accord? Ce qu'on veut avoir, c'est sur du M15, on veut avoir le stochastique 15 minutes, le stochastique 1 heure et le stochastique 4 heures. Donc là, j'ai mon stochastique 15 minutes qui est le stock par défaut. Ok? Donc j'ajoute de nouveau un stochastique, la fenêtre s'ouvre, je vais dans source de données et là, je vais fixer l'UT. Donc vous constatez qu'on est sur du M15 et que je ne peux pas fixer l'UT sur le M15 et en dessous. Je ne peux fixer l'UT que pour les unités de temps supérieures. Voilà, donc là il me met un stochastique en 1 heure. Ok. Alors pour le différencier, on va épaissir le trait par exemple. Et puis surtout, pour pouvoir les avoir sur le même écran, eh bien vous allez dans localité. Vous allez vous sélectionnez le stochastique sur lequel qui va vous permettre de dégriser la case modifiée ici et vous faites modifier. Et alors je ne sais pas par quelle magie il vous les met sur le même truc. Donc on fait pareil, ajouter un indicateur stochastique. Ça ce sera donc le H4. Ok. Donc on va dans source de données et on met 4 heures. Localité, non, je suis obligé de le valider, pardon, excusez-moi. Je reclique dessus, je vais dans localité, voilà, celui-là je peux le sélectionner, modifier, ok, j'ai raté madame, hop, c'est pas grave, on va voir l'autre, modifier, hop, et voilà. Et donc il nous a mis les 3 stochastiques sur la même fenêtre, ok. Et là, si je veux, eh ben, je peux resélectionner, alors pour être sûr que ce soit le H4, je vais bien voir là, je peux le resélectionner ici, et puis lui donner une autre couleur, vous faites ce que vous voulez, hop, crac, voilà. Ou alors du coup, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'utilise toujours des couleurs par time frame. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non, si c'était ça. La ligne de signal, elle est plus épaisse. Voilà, donc ici on est sur un autre time frame. On va mettre du. Ok, allez, on va dire que c'est du vert, crac, ok. Et puis la ligne de signal, on la laisse en épaisse. Et ok, voilà. Et puis ici. Bon, ça après, c'est chacun et bidouille comme ça lui plaît. Hein. Et la ligne de signal. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un stochastique de 3 stochastiques de 3 unités de temps différentes sur le même graphe. Voilà. Et donc c'est je crois réalisable avec d'autres indicateurs, notamment oscillateurs. Voilà. Des questions? Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Et après, en fait, tu réagis par rapport au croisement des différents stochastiques entre eux, c'est ça? Ouais. Alors je m'en sers en fait pour scalper. Et c'est je crois ce dont Bruno voulait nous parler entre autres aujourd'hui, parce que je crois qu'avec cette technique il a fait un beau scalp cette semaine. En fait, quand je scalpe, j'ai 2 écrans, hein, cet écran de contrôle ici, avec les BBH2, tout le bazar. Et en 15 minutes, alors ici je mets un graphe 1 heure avec tout mon cadrage. Mon cadrage qui descend jusqu'au cadrage 1 heure. Hein. Donc en bleu c'est le daily, ainsi de suite. Donc comme ça, quand je suis sur des niveaux comme ça, on sait qu'on est sur un support, un support ou une résistance journalier, on sait que ça risque de réagir. Soit ça va casser, soit ça va rebondir, soit ça va ranger. Et donc ça, je jette un coup d'œil dessus quand même, ça me paraît indispensable. Et donc le principe, c'est que par exemple, quand j'ai une synchronisation des trois stochastiques, globalement, généralement derrière, j'ai un mouvement directionnel. Donc si on regarde, si on se met sur cette phase-là, zut. Bon
bref, on s'en fout. Voilà, là on a un mouvement directionnel, mais c'est surtout que ici on a le bleu, c'est donc le stochastique 4 heures, et le vert c'est le stochastique 1 heure. À cet instant précis, on a le stochastique 4 heures, et en plus ici le 1 heure qui se sont synchronisés à la hausse parce que le stock croise sa ligne de signal à la hausse. Donc bien évidemment, juste avant, on avait le stochastique 15 minutes qui avait donné un signal. Et globalement, à partir du moment où on clôture ici, on clôture là, on a nos 3 stocks qui sont synchronisés, et donc ça nous donne une indication sur un futur mouvement directionnel. Bon, il a été initié ici, le mouvement directionnel, en rebondissant sur des bandes de Bollinger 2 heures, là sur l'écart type 2, ici. Et donc, et en plus, c'est cette bébé H2 là qui a repoussé la Shinku. Et donc, du coup, sont déjà des informations qui nous permettent d'anticiper éventuellement sur des prises de décision, et pas forcément d'ailleurs d'attendre ce signal là. Et alors qu'est-ce qu'on voit? Alors je vais pas pouvoir vous l'illustrer parce que le 1 minute il va pas vouloir remonter jusque là. Je vais mettre ça en screener, non? Non, parce que je sais pas faire ça sur MarketScope. On va prendre un signal plus récent, celui-ci par exemple. On voit ici, c'est ici, à la clôture de cette bougie là, clairement. On a le 4 heures qui est baissier, on a le 15 minutes qui est déjà baissier depuis quelques bougies, et là, celui-ci, la clôture de cette bougie fait croiser le stock et de sa ligne de signal à la baisse. Donc ici, il est 9 heures. Donc comme on est en clôture de bougie, en fait c'est 9h15. Et si on va voir sur le 1 minute, scrogneux, excusez-moi, c'est celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc ça c'est l'écran de trading. Donc je garde le 5 minutes sous les yeux quand même. Et donc à 9h15, attends, ce que je vous ai montré, c'était quoi? C'était ouais, c'était bien l'US 30. Donc je vous ai montré l'US 30 le 10 à 9h. Ah, je peux pas vous le montrer encore une fois parce qu'il me fait des trucs bizarres sur le 1 minute. Mais c'est pas grave. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que ce signal baissier là, il est anticipable sur le 1 minute parce qu'on va avoir le même style de truc sur le 1 minute. Alors, quand ça se passe sur le 1 minute, si on sort du nuage, si on a une tendance qui se met en place, et ben on traite tout simplement la tendance. Ok? Mais après, il faut plus chercher, voire des fois je me méfie du stock 1 minute parce qu'il est forcément en retard sur les prix. Et dès qu'on rentre dans une tendance Ishimoku, enfin dès qu'on rentre dans une tendance, le stochastique, il faut absolument pas le lire. C'est un peu le top départ, mais après on revient sur Ishimoku. Et là par exemple, ici, on regarde ici, c'est déjà un peu tard. Ouais, j'ai pas d'exemple probant à vous donner. Tiens, si, ici, là. Ici, il repasse à la hausse. Le 5 minutes est là à la hausse et le 1 minute passe à la hausse. On est à la veille, potentiellement à la veille d'un mouvement directionnel haussier. Alors effectivement, au moment où cette bougie clôture, on a un petit mouvement haussier qui vient faire buter les prix sur la bande de Bollinger. On repart un peu à la baisse. En même temps, on est empêtré dans les BBH2. Et puis ici, de nouveau, on a le H4 qui se remet à la hausse avec le stochastique 1 minute qui est déjà en train de plafonner, il faut déjà presque plus le lire. Mais ici, ce qui se passe, c'est que hop, on a un petit mouvement haussier, et peut-être que ici, par exemple, sur cette bougie de repli sur la Tenkan, on peut entrer en position et on se dit, bah, on sort que quand on casse la Kijun, enfin, j'en sais rien.
juste... voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on a ce signal sur le 15 minutes, le principe, c'est d'aller chercher la tendance sur le 1 minute. Et les trois quarts du temps, enfin moi, à chaque fois que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 3 séances de scalp. Enfin 2 qui ont été assez fructueuses, et une où j'ai moi merdé perso. Donc c'est pas le système qui est pas bon, c'est moi qui avais merdé, où je suis sorti flat à 0. Donc voilà à quoi ça peut servir, ces fameuses... le fait d'avoir ces trois stochastiques. Mais j'en attends beaucoup après FXCM qui doit me coder le C-dur, dont je vous ai, donc l'indicateur de cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le C-dur, c'est ça là. C'est ça là, c'est ces deux trucs. Donc quand ils m'ont recodé ça, parce que ça c'est quand même pas mal ça. Quand ça se synchronise à la baisse, on a des mouvements baissiers. Quand ça se synchronise à la hausse, on a généralement des mouvements haussiers. Il faut l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire que c'est toujours les prix qui doivent nous inciter à trader, et certainement plein d'indicateurs, mais quand on a une synchronisation à la baisse, alors que les prix sont rebutés sur une zone de résistance, bah pour moi, on est bon, quoi. Ça, c'est bon. Et c'est comme ici, par exemple, là, synchronisation des deux cycles à la baisse, le court en très fin, le long en très épais. On est sur une zone de plus haut, bah on avait une petite jambe de baisse à faire, quoi. Si on est prudent et qu'on intervient bien sur des zones de support-résistance, pas au milieu de nulle part, ça fonctionne. Et quand on a par exemple ici une tendance, ok, et ben ce qui est intéressant, c'est la correction. Alors le cycle long, il est haussier ici tout du long. Alors là c'est pile poil le mauvais exemple. On va prendre ici par exemple, tiens, là. La synchronisation des cycles à la baisse. Ok, donc jambe de baisse. Le cycle globalement il reste baissier, et là on a des corrections haussières. Ok, quand le cycle court se retourne avec un cycle long qui est déjà baissier, voire en survente, généralement ça part comme une balle. Généralement. Et donc là ça s'illustre assez bien. Ici, on est déjà sur des... Là pour l'instant ça parle pas trop, parce que on est en train justement d'inverser cette tendance. C'est-à-dire que les swingers qui sont là, ils ont pris un swing, ils sont montés jusque là, ils sont en train de vendre. Sauf que les investisseurs de long terme qui voient à un portefeuille à 2-3 ans, peut-être qu'ils ont repris des positions par ici, mais c'est pas cette zone là qui leur fait peur, parce qu'eux ils se disent de toute façon dans 2 ans on est 3 km plus haut. Donc eux ils ont toujours pas vendu. Et puis il y a les petits swingers, les tout petits swingers qui se disent tiens on est sur les précédents plus hauts, je vais commencer à vendre, qui créent des débuts de mouvement et ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait qu'en fait on a des trucs bizarres qui se passent. Les cycles ont du mal à être lisibles. Mais surtout une chose qui est intéressante, notamment avec le cycle court, c'est que le cycle court par exemple, ici, le cycle court, vous voyez ici, le cycle court il a baissé et on a eu un mouvement violent ici. Et puis le cycle court il est monté, revenir au même niveau que là. Bon, c'est un indicateur borné, donc c'est pas comme les prix, faut pas trop le comprendre de la même manière, mais il est revenu jusqu'en zone de surachat, et les prix eux ils ont juste corrigé, j'ai envie de dire jusqu'au 23% de Fibo, quoi. Et quand ça repart à la baisse, généralement c'est violent. On a de nouveau un mouvement violent. Sauf Il y que a un là, point que tu voudrais dire, c'est que le retracement que tu fais, c'est sur la Kijun. Donc on n'a plus l'angoisse de savoir si on va casser ou pas. Au bondir, on a la réponse. En plus, En plus, c'est génial. en plus, tout à fait. Donc, enfin voilà quoi. Une question, Greg. Ouais. Tu maîtrises bien les cycles. Les rapports entre les cycles longs et les cycles courts, c'est 5 que tu mets? Normalement, Tu sais, mettons- oui. Normalement, oui. Mais en fait, j'en sais rien parce que ça, c'est clairement la programmation de. J'ai rien programmé moi. Ah, je sais pas, j'ai jamais utilisé encore. Non, mais dans la tête de. C'est 5. C'est 5, je crois. Je sais pas si on peut le paramétrer, si on peut le changer. Voilà. Si, je t'ai donné le code.
Oui, je regarderai, je regarderai. Dans le code, tu dois pouvoir. Enfin, c'est assez compréhensible, même si je serais personnellement incapable de coder ou de modifier le code. T'arrives à peu près à comprendre. Ce qu'on change. Quoi. Ouais, je pense que c'est 5 et en allant vérifier dans le code, bah attends, hein, regarde. Non, Tu non, peux me non, l'envoyer, t'inquiète. Greg? Ouais, pas de problème. Non, mais c'est vraiment bien. Hein. Ouais, non, mais non, il faut que j'ouvre Pro Non, Realtime. non, non, laisse tomber, non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas Mais grave. en l'ouvrant dans Pro Realtime, on devrait savoir si c'est 5 Bon, effectivement. ouais, non, mais laisse, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, c'est sur Pro Real Time, c'est pas sur MarketScope que t'as Et ça. oui, je leur ai envoyé le code. Ça fait 2 mois maintenant. J'attends toujours une réponse. Alors, je les ai appelés. Ils m'ont dit, bah, dans l'esprit, c'est parti à New York et puis on attend qu'ils nous le codent, quoi. Mais Ouais. T'as fait une demande à Fix Code Base? ah non, bah non, faut parler anglais, t'es dingue. Non, non, j'ai non, non, j'ai envoyé directement à Paris à FXM. Patrick pourrait t'aider là-dessus, s'il ferait ça. Ah bon? Bah, vu qu'il fait des conférences chez eux, qu'il est partenaire. Ah oui, non, mais Patrick, je vais pas l'embêter avec ça, mais oui, oui, non, mais je suis client chez FXM, ils vont me le faire, hein, c'est tout, hein. S'ils veulent que je trade, ils vont me le faire. Bon, voilà. Autrement, le package enfin, le Sédur et compagnie, tu l'as chez Seft Invest, pour info. Voilà. Ouais, mais en codé pour Pro Realtime. Non, 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 enfin, ils ont, tu sais, la plateforme Seft Invest, Non, je vois pas ce que c'est. ben, c'est WH. Ben, c'est une grosse plateforme francophone qui est au Luxembourg, un truc sérieux. Et il y a tous les oscillos de John Lee chez eux. Voilà. D'accord. Et idem chez aussi Wild Data. Voilà. Ouais, ça, World Data, je savais, ouais. C'est récent, ça, voilà. C'est dans la vidéo que je t'ai envoyée. Voilà. Ouais. Mais la dernière, je l'ai regardée il y a pas très longtemps, une petite vidéo de service après-vente, en fait, là. Mm. Ok, bon, les amis, il est 16 heures. Ouais. Quelqu'un a des questions? Non. Ouais, hein. Allez.